Bonjour les excellents, dans cette vidéo, on continue notre préparation au bac NSI avec l'exercice 3 du sujet 0 2023. Allez, c'est parti. Alors, c'est un exercice qui peut sembler impressionnant. Pourquoi? Parce que sur le papier, sur le sujet, il est très très long. Mais en fait, il est très long parce qu'il y a de larges morceaux de code, mais dans la résolution, il n'est pas aussi long que ça. Alors, cet exercice est consacré aux arbres binaires de recherche et à la notion d'objet. Donc, première question, voici la définition d'une classe nommée arbre binaire en Python. Et donc ici, on a justement un extrait de code où on voit effectivement ici une classe nommée arbre binaire. Donc il y a certains commentaires, ce qui est appréciable. Construit un arbre binaire. Donc on a la fonction privée init, le constructeur en fait de l'objet qui est nécessaire à toute classe. Crée une instance correspondant à un état initial avec ici 3 attributs qui sont affectés aux valeurs éventuelles données en paramètres, et puis d'autres fonctions. Donc ici fonction insert gauche, fonction insert droit, fonction getValeur, fonction getGauche et fonction getDroit. Ok, à ce stade-là de la découverte de l'énoncé, c'est peut-être pas utile de rentrer dans le détail complètement de chaque fonction. On va voir d'abord ce qu'on nous demande. Question A, en utilisant la classe définie ci-dessus, donnez un exemple d'attribut, puis un exemple de méthode. Alors on nous parle d'attribut, on nous parle de méthode. Alors un petit rappel, ce qu'on appelle attribut, ce sont les variables d'un objet, c'est-à-dire d'une instance de classe. Alors variable, je le mets entre guillemets, pourquoi? Parce que ce n'est pas le vrai mot, parce qu'on est censé appeler ça attribut, mais pour que vous compreniez, voilà, ce sont les variables d'un objet, c'est-à-dire d'une instance de classe. Et une méthode, c'est une fonction d'un objet. À nouveau, ce qu'on appelle objet, bien sûr, c'est une instance de classe. Donc ici, nous avons le code qui définit la classe arbre binaire, et à l'intérieur de ce code, il faut qu'on trouve des attributs et les méthodes. Alors, les méthodes, on en a déjà parlé au moment de la lecture de ce bout de code. Les méthodes, c'est ce que j'avais surligné ici en beige. Je vais le resouligner en jaune, puisque dans la question, le mot méthode, je l'ai surligné en jaune. Voilà, donc ici, toutes ces fonctions qui sont définies à l'intérieur de la classe, c'est ce qu'on appelle des méthodes. Donc on a un exemple de méthode. On va prendre la première ou n'importe laquelle. On va mettre par exemple getValeur. Et un exemple d'attribut. Alors, dans certains langages informatiques, pour que vous sachiez, les attributs sont déclarés indépendamment au début de la classe. Ce n'est pas le cas en Python. En fait, en Python, il faut explorer les différentes méthodes pour comprendre que sont les attributs. Mais il y a une méthode particulière, la méthode privée init, qui est le constructeur des objets, qui est censé regrouper tous les attributs de la classe. Et donc ici, en particulier, on va voir une certaine variable qu'on affecte, self.valeur, self.enfant gauche, self.enfant droit. Donc vous le savez, quand il y a écrit self. C'est que ça fait référence à l'objet lui-même, c'est-à-dire la variable valeur qui est à l'intérieur de l'objet lui-même va prendre telle valeur, la variable enfant gauche qui est à l'intérieur de l'objet lui-même va prendre telle valeur, etc. Donc ici on a les 3 attributs des objets de type arbre binaire. Et donc un exemple d'attribut, on va dire par exemple enfant underscore droit. Voilà, question A terminée, on peut passer à la question B. Question B, après avoir défini la classe arbre binaire, on exécute les instructions Python suivantes. Donc là, un bout de code, donc à l'extérieur de la classe. R égale arbre binaire 15, R.insert gauche 6, R.insert droit 18, A égale R.getValeur, B égale R.getGauche, C égale B.getValeur. Donner les valeurs associées aux variables A et C après l'exécution de ce code. Alors qu'est-ce qui se passe? Ici, on définit un objet, R, de type arbre binaire, donc une instance de la classe arbre binaire, et on indique 15. Cela veut dire que 15, c'est le contenu de cette variable valeur, et donc dans l'attribut valeur, on va stocker 15. Donc à ce niveau-là, dans l'attribut valeur, on a la donnée 15. Ensuite, R.insertGauche 6. Donc là, R.insertGauche, ça veut dire qu'on appelle la méthode insertGauche, et on donne 6 en paramètres, c'est-à-dire la valeur. Alors qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Donc si self.enfantGauche is none, ce qui est bien le cas puisque nous on vient à peine de créer l'objet, donc pour l'instant le constructeur dans l'attribut enfant underscore gauche a mis la valeur none, donc c'est bien le cas pour nous. À ce moment-là, self.enfantGauche égale arbre binaire valeur. C'est-à-dire qu'en fait ici,
dans l'attribut enfant underscore gauche, on stocke un nouvel objet qui est une instance de la classe arbre binaire. Donc un nouvel objet qui a pour valeur valeur. Le else, on n'est pas concerné comme on vient de l'expliquer. Donc ça veut dire à ce niveau-là que dans l'attribut r. Donc je vais noter r. Pour savoir de quel objet on parle. Puisque comme on vient de le voir, à l'intérieur de l'objet r, ça a rajouté un nouvel objet. Donc r.enfant gauche, c'est un objet, une instance de la classe arbre binaire, à l'intérieur de laquelle l'attribut valeur a été affecté à la valeur 6. Et puis R insert droit 18, on va aller observer la méthode insert droit. De la même façon, si l'attribut insert droit est non, ce qui est bien le cas au niveau de l'objet R, puisqu'il a été créé ainsi, à ce moment-là, on définit dans l'attribut enfant droit une nouvelle instance de la classe arbre binaire, avec la valeur passée en paramètre. Et donc là, à nouveau, l'attribut enfant droit de l'objet R, c'est lui-même un nouvel objet dont la valeur est égale à 18. Très bien. Alors après, qu'est-ce qui se passe? On fait A égale r.getValeur. Et donc, que va-t-on stocker dans A? Donc on va aller voir la méthode getValeur de l'objet R. Renvoie la valeur de la racine. Et donc ici, return self.valeur. Et comme on l'a dit précédemment, à ce niveau-là, l'attribut valeur de l'objet R, c'est 15. Donc on stocke la valeur 15 dans la variable A. Ensuite, B égale r.getGauche. Alors getGauche, qu'est-ce qui se passe? GetGauche, ça renvoie le contenu de l'attribut enfant underscore gauche. Le contenu de l'attribut enfant underscore gauche, comme on l'a expliqué ici, c'est une instance de la classe arbre binaire. Ça, c'est un objet. Et lui aussi, r.enfant droit, c'est également un objet. R lui-même est un objet. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'objet R, certains attributs contiennent eux aussi des objets. C'est ce qui va permettre de construire l'arborescence de l'arbre. Donc ici, quand on fait r.getGauche, on récupère l'objet enfant gauche de l'objet R. On récupère le contenu de l'attribut enfant gauche de l'objet R, c'est-à-dire on récupère un objet. Donc dans B, on stocke l'objet r.enfant gauche. Et ensuite, C égale b.getValeur. Et donc getValeur, comme on l'a vu ici avec A égale r.getValeur, ça récupère la valeur stockée dans l'attribut valeur, ici de l'objet R. B étant un objet, ce qu'on stocke dans C, c'est la valeur de l'attribut valeur de l'objet B. C'est-à-dire, c'est la valeur de l'attribut valeur de r.enfant gauche. Et donc, comme on l'a analysé précédemment sur cette ligne-là, r.enfant gauche, dans la façon qu'on a de construire notre arbre, a pris pour valeur 6. C'est-à-dire, dans C, on stocke la valeur 6. Et donc, donner les valeurs associées aux variables A et C après l'exécution du code, eh bien A contient la valeur 15 et C contient la valeur 6. On va pouvoir passer à la question 2. On utilise maintenant la classe arbre binaire pour implémenter un arbre binaire de recherche. On utilisera la définition suivante. Un arbre binaire de recherche est un arbre binaire dans lequel on peut comparer les valeurs des nœuds. Ce sont par exemple des nombres entiers ou des lettres de l'alphabet. Si x est un nœud de cet arbre et y un nœud du sous-arbre gauche de x, alors il faut que y.valeur soit inférieur ou égal à x.valeur. Si x est un nœud de cet arbre et y un nœud du sous-arbre droit de x, alors y.valeur égale ou supérieur à x.valeur. Donc dans le sous-arbre gauche, toutes les valeurs sont inférieures à la valeur qui est dans le nœud x, et dans le sous-arbre droit, toutes les valeurs sont supérieures ou égales à la valeur qui est dans le nœud x. Très bien. Alors donc question 2, on exécute le code Python suivant, représenter graphiquement l'arbre ainsi obtenu. Alors on a déjà un premier objet, racine R, qui est une instance de arbre binaire. Donc la racine R contient la valeur 15. Très bien. Ensuite, on insère un enfant gauche qui a pour valeur 6. Voilà. Et on insère dans notre objet racine R un enfant droit qui a pour valeur 18. OK. Ensuite, une variable R6 qui est en fait l'objet enfant gauche de la racine R. Donc l'objet R6, ça désigne ce nœud-là et ses enfants. Et dans cet objet, on insère à gauche la valeur 3 et à droite un nouveau nœud de valeur 7. La variable R18 contient l'objet qui est l'attribut enfant droit de la racine R, c'est-à-dire cet objet-là, d'où le R18 bien sûr. On insère à gauche un nouveau nœud de valeur 17 et on insère à droite un nouveau nœud de valeur 20. Et finalement, R3, nouvelle variable, qui contient l'objet qui est stocké dans l'attribut enfant gauche de l'objet R6.
c'est-à-dire R3, c'est lui, et on insère à gauche la valeur 2. Ça se termine là, et donc voilà l'arbre obtenu lorsque l'on exécute ce code. Bien sûr, cet arbre, on peut le dessiner à la main, c'est assez facile de suivre le code pas à pas. En revanche, on ne vous demandera jamais de coder une fonction pour l'affichage de cet arbre. En fait, les arbres binaires, tout comme les graphes, ou les piles, ou les listes, ce sont des représentations en mémoire, qu'il est utile de se représenter en images quand on y pense, ou bien sur le papier, mais qu'on ne va pas aller représenter sous forme d'image en sortie d'une fonction Python par exemple. On va pouvoir passer à la question 3. Question 3, on a représenté sur la figure 1 ci-dessous un arbre. Justifiez qu'il ne s'agit pas d'un arbre binaire de recherche. Redessinez cet arbre sur votre copie en conservant l'ensemble des valeurs, c'est-à-dire 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13, pour les nœuds afin qu'ils deviennent un arbre binaire de recherche. Alors, lorsqu'on a parlé de la définition d'un arbre binaire de recherche, on a dit toutes les valeurs du sous-arbre gauche doivent être inférieures à la valeur de la racine. Et toutes les valeurs du sous-arbre droit doivent être supérieures à la valeur de la racine. Donc ça veut dire que ici, dans le sous-arbre gauche de la racine, on doit avoir des valeurs toutes inférieures. Alors, est-ce que toutes ces valeurs sont inférieures à 10? Oui. Donc là, pas de problème. Dans le sous-arbre droit, on doit avoir uniquement des valeurs supérieures à la valeur de la racine. Est-ce que c'est le cas? La racine vaut 10, ici on a bien 11, 12, 13, pas de problème. Donc on va regarder au cran d'en dessous. Regardons à partir de cette racine-là, le 3. Dans le sous-arbre gauche, on est censé avoir des valeurs toutes inférieures. C'est bien le cas. Dans le sous-arbre droit, on est censé avoir uniquement des valeurs supérieures à la valeur de notre racine, 3. C'est bien le cas aussi. Donc là, pas de problème. Donc on va regarder l'autre sous-arbre ici. Dans le sous-arbre gauche, on doit avoir des valeurs toutes inférieures à la racine, c'est-à-dire à 12. Et là, ce n'est pas le cas, puisqu'on a une valeur 13 qui, elle, est supérieure à la valeur de la racine. Et également, le côté droit doit avoir des valeurs uniquement supérieures, et là, on a une valeur inférieure. Donc, l'arbre de la figure 1 n'est pas un arbre de recherche, car le sous-arbre gauche du nœud de valeur 12 contient la valeur 13, et 13, c'est supérieur ou égal à 12. Bien sûr, il en va de même pour le sous-arbre droit, mais il suffit de donner une raison pour laquelle ce n'est pas un arbre de recherche, et ça suffit. On n'est pas obligé d'être exhaustif. Deuxième partie de la question, redessiner cet arbre en conservant l'ensemble des valeurs, afin qu'il devienne un arbre binaire de recherche. Donc, quand on a analysé l'arbre, on a vu qu'il y avait deux problèmes. Il suffit d'inverser ces deux nœuds. Et donc, on dessine le nœud 10, en dessous duquel on a le nœud 3 et le nœud 12. Côté 3, il n'y avait aucun problème, donc on peut conserver, on doit conserver. Si on inverse les deux, ce n'est plus un arbre de recherche. On doit conserver le 2 et le 5, de la même façon que ce qui était écrit. En revanche, en dessous du 12, il faut inverser donc les deux sous-arbres, et donc indiquer ici 11 et ici 13. Et nous allons enfin pouvoir passer à la question 4. Question 4, on considère qu'on a implémenté un objet arbre binaire nommé A, représenté sur la figure 2. Très bien. On définit la fonction parcours infix suivante, qui prend en paramètre un objet arbre binaire t, et un second paramètre parcours de type liste. Donc on a ici notre fonction parcours infix, avec les deux paramètres dont on nous a parlé, t qui est un arbre binaire, et parcours qui est une liste. Que fait cette fonction? Elle affiche la liste des valeurs de l'arbre. Alors, analysons un peu cette fonction. Qu'est-ce qui est écrit? Si t n'est pas rien, c'est-à-dire si t est effectivement un objet attribué, alors on a ici un appel récursif à la fonction parcours infix, dans lequel on va finalement parcourir le sous-arbre gauche de notre objet t. Et en paramètre, on met la même liste de parcours. Puis, lorsque cet appel récursif est fini, on ajoute à la suite de la liste parcours la valeur stockée dans la racine de notre objet t. Puis, un nouvel appel récursif, où cette fois-ci, on va explorer donc le sous-arbre droit, toujours avec la même liste de parcours. Et finalement, on renvoie la variable parcours. Et la question est, donner la liste renvoyée par l'appel suivant, parcours infix a, avec une liste vide. Et bien tout simplement, on va suivre l'algorithme de la fonction parcours infix pour déterminer ce qui va être renvoyé. Donc d'abord, premier appel, A avec une liste vide. Donc premier appel, A, l'objet A avec une liste vide. Très bien. Alors, est-ce que T, ce n'est rien? C'est-à-dire, est-ce que le A, ce n'est rien? Eh bien non, puisque A, c'est l'arbre binaire qu'on a représenté ici. Donc ce n'est pas rien. Donc, on va faire un appel récursif, A.getGauche, c'est-à-dire le sous-arbre
que je vais entourer ici en vert et que je vais appeler B pour la compréhension de ce qui se passe. Donc là, on a un appel récursif dans lequel on fournit en paramètre l'objet B du coup, avec la liste parcours, la même qui avait été passée en paramètre, c'est-à-dire quelque chose de vide. Donc là, on a l'appel récursif que l'on va suivre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, le nouvel appel, cette fois-ci dans T, il y a le sous-arbre B. Est-ce que B, c'est rien ou c'est quelque chose? Eh bien, c'est quelque chose. C'est le sous-arbre ici que j'ai entouré. Parfait. Donc, ça veut dire qu'on va effectuer ce qui est en dessous. Et là, on a un nouvel appel récursif où on va prendre le sous-arbre gauche de B, c'est-à-dire finalement ce sous-arbre que je vais appeler C, et on va passer en paramètre la liste parcours qui est toujours à ce niveau-là vide. Très bien. Donc, nouvel appel récursif, analysons ce qui se passe. Cette fois-ci, la variable T contient le sous-arbre C. Et la variable parcours, toujours la liste vide. Est-ce que C, ce n'est rien? Ah ben non, C, c'est quelque chose puisqu'il y a une valeur. Donc il y a forcément un objet C. Très bien. Donc on va faire à nouveau un appel récursif qui va passer le sous-arbre gauche de l'objet C. Et là, le sous-arbre gauche de l'objet C, ce n'est rien. Donc là, il y aura none. Et qui met la liste qui est toujours vide. Très bien. Analysons ce qui se passe dans ce nouvel appel récursif. La variable T contient rien, la liste est vide. Si T n'est pas rien, ce n'est pas le cas, ici on a bien T qui est rien. Dans ce cas-là, on n'exécute pas ce qui est sous le if et on return parcours, c'est-à-dire on return la liste vide. Ok, qu'est-ce qui se passe maintenant? On fait parcours.append T getValeur au niveau de cet appel récursif précédent, c'est-à-dire C.valeur quand on était dans cet appel-là. C'est-à-dire que maintenant, notre liste, on lui rajoute la valeur à la racine de l'objet C, c'est-à-dire la valeur 1. Très bien. Nouvel appel récursif, où cette fois-ci, on va appeler la fonction parcours infix sur le sous-arbre droit de l'objet C. Le sous-arbre droit, c'est quoi? Eh bien, à nouveau, c'est none. Donc ici, nouvel appel récursif avec none, mais cette fois-ci, on passe la liste parcours qui n'est plus vide, qui contient 1. Comme ici, c'est none, ce qui est renvoyé, c'est juste la liste parcours telle qu'elle était. Les appels récursifs sont finis ici, et une fois qu'on sort de ce if, qu'est-ce qu'on fait? On renvoie la liste parcours, et donc ici, on va renvoyer la liste parcours, qui, à ce niveau-là, contient juste un élément, l'élément 1. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite? On va pas rentrer dans le détail comme ça à chaque fois, mais il faut bien comprendre au début comment ça se passe pour pouvoir en déduire ce qui va se passer par la suite. Au niveau du sous-arbre B, en fait, c'est descendu dans le C et finalement, ça a rajouté la valeur 1 dans la liste. Au niveau de cet appel-là, qu'est-ce qui se passe? On va rajouter à la fin de parcours, qui à ce moment-là contient la valeur 1, après cet appel récursif, on rajoute la valeur de la racine de l'arbre qu'on est en train d'analyser, c'est-à-dire l'arbre B. Ça veut dire qu'ici, on rajoute après ce 1, la valeur de B, c'est-à-dire 6. Et puis un nouvel appel récursif pour le sous-arbre C', qui va finalement, comme ça s'est passé pour le C, ajouter à la fin de la liste la valeur de l'arbre C', c'est-à-dire 10. Donc là, il y a un nouvel appel récursif, que je ne vais pas détailler, mais suite à cet appel récursif, la liste contient 1, 6, et la nouvelle valeur 10. Cette valeur-là est renvoyée au premier appel de la fonction, et le premier appel rajoute la valeur à la racine de l'objet A, c'est-à-dire la valeur 15. Et donc ici, après cet appel récursif, on obtient 1, 6, 10, 15. Puis dans l'appel initial, on a à nouveau un appel récursif, cette fois-ci sur le sous-arbre droit de l'objet A. Donc analysons un peu ce qui s'est passé. Quand on a appelé au niveau du sous-arbre gauche de l'objet A, on s'est retrouvé avec 1, 6, 10, 15. C'est-à-dire 1, 6, 10 et puis 15 lui-même. Donc de la même façon, quand on va appeler dans le sous-arbre ici, qu'on peut appeler B', on ne va pas faire le détail des appels récursifs, la liste qui va être rajoutée à la fin de notre liste, ça va être 16, 18, 25. Et donc là, suite à un dernier appel récursif dont je ne vais pas donner le détail, on va se retrouver avec la liste 1, 6, 10, 15, à la suite de laquelle on ajoute 16, 18, 25. 16, 18, 25. Et donc voilà ce qui est renvoyé par l'appel parcours infix à liste vide. Comme il s'agissait en fait d'un arbre de recherche, et vu la façon dont on l'a parcouru, la liste, ce sont des entiers ordonnés. Ceci termine cette question et cet exercice. Puisque tu as aimé cette vidéo, je te mets ici la playlist correspondante et un lien vers une autre vidéo qui devrait t'intéresser. Pour te dépasser dans n'importe quelle matière scientifique, abonne-toi et prends un cours particulier à distance avec moi, tu vas exploser ta moyenne. Et n'oublie pas, pour devenir excellent, c'est Lucien Prof.